Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Oups! Que je me suis fait prendre. J'ai un petit problème de gorge, vous me permettez? Ouais. Sûrement parce qu'il fait trop chaud ce matin à l'extérieur. Une petite grippe d'homme qui m'affecte actuellement. José? Oui. Dans les grands titres de l'actualité ce matin, d'abord, Stéphanie Gendron, une excellente journaliste. Absolument. Qui quitte le monde du journalisme, excusez-moi, pour aller aux communications, au centre, on est toujours porté à dire commission scolaire, là, on va finir par s'habituer, au centre de service scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup. Oui, bien, c'est fait où ça va se faire sous peu. Ça a été annoncé officiellement hier par l'entremise d'un communiqué. C'est une information que je savais. Pourquoi? Parce que le placoteux là, avait offert ou a ouvert un poste de journaliste. Et je connais très bien Maxime Paradis, qui est un ami. J'avais dit, Maxime, ce qui se passe, c'est ça qu'il m'a dit. Il dit, Stéphanie Gendron quitte le navire du placoteux pour devenir la conseillère en communication pour le centre de service scolaire de Kamouraska, Rivière-du-Loup. C'est un changement de carrière, bien entendu. Je pense que c'est une perte pour le domaine journalistique en région, parce que Stéphanie Gendron, c'était une excellente journaliste. Par ailleurs, lorsque j'ai commencé dans le merveilleux monde des communications officiellement en 2012, à Ciel FM, c'est elle, Ciel FM de Rivière-du-Loup, mais c'est elle qui m'avait entraîné m'avait montré comment ça fonctionnait. Donc, j'ai beaucoup de respect pour Stéphanie Gendron. C'est une bonne journaliste régionale, même qu'elle a travaillé également pour le Journal de Québec. Elle faisait d'excellents articles. Michel, je vais lui souhaiter la meilleure des chances. Et comme je l'ai dit, oui, c'est une perte pour le journalisme, mais tu sais que même en journalisme, il commence à y avoir pénurie de main-d'œuvre. C'est pas aussi facile de trouver des journalistes qu'il le fut un certain temps. Avant, tout le monde se lançait là-dedans, même qu'on avait l'embarras du choix. On recevait à peu près 5-6 CV par semaine. Maintenant, si tu en reçois un par 2 mois, c'est déjà beau. Même que lorsque tu ouvres un poste, tu n'en reçois même pas. Donc, tu es obligé de sponsoriser, excusez-moi le terme anglais, mais de commanditer ton offre d'emploi pour la montrer un peu partout, pour aller chercher la bonne personne. Et c'est pas tout le monde non plus qui veut commencer à travailler en région. Moi, je suis un gars de région, ça me dérange pas, mais lorsque tu arrives de Québec ou encore pire, Montréal, ça te tente pas nécessairement d'aller en région pour exercer ton travail de journaliste, mais en même temps, c'est toujours de même ou à peu près que ça a fonctionné, c'est-à-dire que tu allais prendre ton expérience dans les régions pour ensuite travailler éventuellement dans les grandes villes. Et là, pour revenir à Stéphanie, c'est une perte dans le domaine journalistique, mais en même temps, elle améliore sûrement son sort et je vais lui souhaiter la meilleure des chances pour le reste de sa carrière parce qu'elle le mérite amplement. José, récemment, le Journal de Québec annonçait que son édition du dimanche était terminée, que maintenant, on fera un plus gros journal le samedi. Excusez-moi. Et on annonce également que le Journal de Québec, maintenant, sera imprimé à Mirabel avec le Journal de Montréal. Est-ce que tu crois que ce genre Bon, on sait que les journaux, là... c'est en perte de vitesse, Michel. On ne connaît pas trop l'avenir pour les journaux, mais on sait que c'est lentement mais sûrement en diminution, en baisse. Est-ce que tu crois que c'est un des facteurs qui a pu influencer Stéphanie parce qu'elle a passé sa vie dans le journalisme? Peut-être qu'elle était tannée aussi. Particulièrement le journalisme écrit. Oui, mais peut-être qu'elle avait fait le tour du jardin. Mais elle a fait de la télévision également à MaTV, même localement, je pense. Je ne suis pas certain, là, dans la télé communautaire de Kamouraska. Je pense qu'elle a travaillé également dans ce secteur-là pour la station communautaire. Mais est-ce que c'est une... Je ne sais pas, sincèrement. Je présume que c'est toutes sortes de choses qui font en sorte qu'elle a pris cette décision-là. Et en même temps, on va se le dire, depuis la crise covidienne, le métier de journaliste n'est plus aussi bien vu qu'il l'était jadis. En plus de ça, lorsque tu commençais à travailler, ton objectif, c'était sûrement de travailler soit à Radio-Canada ou à TVA, ultimement. Mais même là, c'est de moins en moins regardé quand même, il faut se le dire, malgré qu'il y a encore quand même des bonnes codes d'écoute, mais c'est pas aussi fort que c'était. Je te fais allusion notamment là, au bulletin de
nouvelles de 22 heures avant, c'était le rendez-vous de la journée pour apprendre ce qui s'était passé dans la journée, mais maintenant, tu as ça en direct. Donc, tu comprends que le monde des médias est considérablement en changement, et on le vit là, présentement également avec Stéphanie Gendron, qui quitte son métier de journaliste pour aller en communication. Mais tu sais, c'est pas la première qui fait ça. On le voit aussi, là, il y a beaucoup d'anciens journalistes qui ont pris le chemin de la politique. Pourquoi? Parce que c'est des vases communicants. Bernard Drinville est un ancien journaliste, puis il y en a quelques d'autres aussi qui étaient dans le merveilleux monde du journalisme, qui sont rendus dans le merveilleux monde de la politique. Donc, c'est dans l'air du temps, je pense, tout simplement. Mais le monde des médias a changé. Tu sais, je me souviens, lorsque j'étais morning man à Sorel, à CJSO, les gens nous écoutaient pour la météo, l'état des routes, les écoles. Mais maintenant, les gens peuvent regarder, suivre sur les réseaux sociaux. C'est Internet qui a changé. Les réseaux sociaux ont changé beaucoup le monde des médias. Oui, tu as entièrement raison, Michel, parce qu'avant, le média de proximité, et tu l'as très bien vécu en étant propriétaire de station de radio, c'était la radio. Tu voulais savoir ce qui se passait. Exemple, le matin, moi, je me souviens, lorsqu'il y avait une tempête de neige, à Rivière-du-Loup, on écoutait CLFM par l'entremise de Daniel Saint-Pierre, qui était le morning man de l'époque. Puis à un moment donné, il disait, commission scolaire de Kamouraska Rivière-du-Loup, c'est clair, il n'y a pas d'école ce matin. Nous autres, on était contents, on restait couchés, mon ami. Écoute, mais c'est ça quand même, ça a considérablement changé. Là. Je vois une magnifique photo qui me rappelle d'innombrables souvenirs CFEL. Oui. Maintenant, ben oui, CKBM, bien sûr. On ne peut pas parler de Radio Montmagny sans parler de CKBM et de CFEL. Oui, parce qu'on a des artisans de CKBM ici, notamment Jacques Carbonneau, qui est œuvré à CKBM. Oui, puis écoute, moi j'ai travaillé pendant 3 ans, de 1972. Écoute, je fête mon 50e anniversaire dans le monde des communications cette année. J'ai commencé en août 72. Bravo. CKBM. C'est rare des longues carrières comme ça en passant. Oui, Dieu merci, parce que moi j'ai démarré une station de radio. Alors j'étais mon propre patron et maintenant j'ai démarré C'est ma TV, je suis mon propre patron. Probablement que c'est ça qui fait que je suis encore en onde aujourd'hui. Ouais, la critique est moins sévère. Écoute, je ne vais pas terminer cette émission-là sans parler du départ soudain de Sophie Brochu, qui quitte le gros navire d'Hydro-Québec. Après seulement 3 ans en passant. Oui, puis José, c'est inquiétant. Oui. C'est inquiétant parce que, tout le monde dit que, et elle, parce que c'est elle la personne la plus concernée, qui n'a rien avec M. Fitzgibbon. Mais des fois, il permet de se questionner. Tu sais, récemment, il a dit que, concernant des petits problèmes là, d'amis, puis il disait que, je n'avais pas fini d'en entendre parler, rien n'a l'air à déranger cet homme-là. Et le gouvernement ça ne veut pas dire qu'il y en est le responsable non plus. Là. Non, on sait qu'il y avait un comité que M. Legault a formé. Là. Il y a eu une première réunion récemment avec M. Legault, qui est le président du comité. M. Fitzgibbon était là, Mme Brochu. Et j'écoutais Sébastien Beauvais hier à Radio-Canada qui disait elle part après seulement une réunion. Alors, c'est pas... Il dit ça dit rien puis ça dit tout. Oui, c'est vrai que ça dit rien, ça dit tout, effectivement. J'ai trouvé très intéressant l'intervention de M. Beauvais. Ouais, une bonne analyse, parce que Michel... Ouais. T'en penses quoi? Un peu comme tout le monde, on est surpris, mais en même temps, on n'est pas surpris, parce qu'on sait que le ministre Fitzgibbon est un super ministre qui prend beaucoup de place au sein du gouvernement de la CAQ. Et tu sais que la PDG, l'ex-PDG de Québec maintenant, Sophie Brochu, est-elle partie ou elle va partir sous peu, du moins, là? Elle avait dit... je cite, « Le Québec, prévenait-elle, ne doit pas devenir le magasin à 1 pièce de l'électricité pour attirer des entreprises étrangères. » Elle réagissait après les propos de M. Fitzgibbon. Et en même temps, M. Fitzgibbon, qui veut nous imposer d'une certaine façon la sobriété énergétique. Moi, je pense... personnellement, que c'était les visions qui ne concordaient tout simplement pas entre M. Fitzgibbon et Mme Brochu. Je veux dire, il n'y a aucune raison, je pense, qu'on se tourne vers la sobriété énergétique alors qu'on exporte à tour de bras à l'extérieur et qu'on a des barrages qui ne fonctionnent pas selon ce que j'ai entendu, mais ça reste à confirmer parce que je ne suis pas un spécialiste, on s'entend, là, qui ne fonctionnent pas à 100%. C'est-à-dire qu'il y aurait des turbines qui pourraient encore être utilisées. Bon, il y a des gens qui nous disent que les turbines sont là en cas de problème qui pourraient prendre la relève, mais en même temps, d'autres sources me disent que non, il y en a réellement qui ne fonctionnent pas, autres que celles qui sont là, disponibles pour combler s'il y avait un manque ou une problématique quelconque, Michel. Donc, ça reste à suivre, mais... on la comprend plus ou moins. C'est-à-dire qu'elle était compétente, je pense que tout le monde s'entend là-dessus, mais on pense
que c'est en lien avec M. Fitzgibbon et le fait, je pense, que M. Fitzgibbon et le gouvernement du Québec veulent davantage de mainmise sur Hydro-Québec pour faire avancer un plan, possiblement, mais le plan ne concorderait pas avec les idées que se faisait Mme Brochu concernant la société d'État qui est nationalisée au Québec. L'hydroélectricité, c'est nationalisé et ça rapporte énormément. Et tu sais que ça fait longtemps qu'on se battait pour la nationalisation de l'hydroélectricité au Québec. Ça fait partie des amis du docteur Philippe Hamel. Ça dit-tu quelque chose? Ça fait longtemps, le docteur Philippe Hamel, qui a été pas longtemps dans le gouvernement de Maurice Duplessis, après la fusion avec l'Action libérale nationale, qui a finalement démissionné. Pourquoi? Parce que, je veux dire, M. Duplessis ne voulait pas aller dans la nationalisation. Écoute, ça va être une histoire à suivre. D'abord, tout le monde a hâte de voir qui sera nommé parce qu'il faut que ce soit la prochaine personne, masculin ou féminin, doit être nommée par le Conseil des ministres. Alors, qui sera nommé là et la pression que cette personne-là aura, justement, parce qu'elle devra livrer. Et là, est-ce qu'il va y avoir de nouveaux barrages? Parce que M. Legault avait annoncé en septembre, lors de la campagne électorale, qu'il voulait demander à Hydro-Québec la possibilité de voir l'arrivée de nouveaux barrages. Besoin d'électricité. On parle aussi que M. Fitzgibbon veut nous serrer la ceinture sur l'hydro. Alors, il y a beaucoup de choses. On va entendre parler beaucoup d'Hydro-Québec au cours des prochains jours. Petite parenthèse en terminant, là, elle va quitter au mois d'avril. Elle n'aura pas, semblerait-il, d'indemnisation. C'est peut-être la bonne nouvelle là-dedans, malgré que je pense qu'au total, ce n'est pas une bonne nouvelle, tout simplement. Merci, José. Il y a beaucoup de sujets dans l'actualité et je pense que c'est pas terminé. J'ai hâte de voir ce que nous réserve 2023. Je pense qu'on n'a pas fini d'être ça. Non, on n'a pas fini ça. Demain, je vous propose, et José, une entrevue très intéressante demain avec M. Bruno Fortin, qui est chargé de projet pour le plan directeur de l'eau des bassins versants. C'est une consultation qu'on veut faire auprès des citoyens de la ville là, concernant l'eau et l'épuration des eaux. Je vous invite à écouter ça. Ça va être une entrevue très intéressante demain avec Bruno Fortin. Et on rediffusera une chronique culinaire en compagnie de Benoît Tardy. C'est ce qu'on vous propose comme menu pour l'émission de demain, jeudi 12 janvier. Ça complète. Habillez-vous chaudement si vous devez sortir. C'est froid. Bonne journée.